Le retour des tops d'astuces pour monteurs. Tout le monde attendait cette vidéo. T'as envie de devenir un meilleur monteur? T'as envie de tous les surclasser? Et bah t'es là au bon endroit mon gars. Bienvenue dans le top 5 des monteurs. Non, le top 5 des astuces pour monteurs. Carrément je recevais des DM qui me disaient c'est quand que tu sors ta prochaine vidéo, je n'arrive plus à monter sans tes conseils, je suis là. Y a pas de souci, je suis là pour donner des conseils. J'aurais aimé vous sortir cette vidéo un peu plus tôt, mais j'ai eu une opération de la myopie. Écoutez, j'ai pas mal, je suis un peu sous l'effet des produits qu'on m'a donnés pendant l'opération, donc je suis un peu stun. Là ça rigole moins tout de suite. J'ai archi mal dormi, j'ai le nez qui coule, j'ai le nez bouché, ça me gratte les yeux, j'ai envie de les presser, de les squeeze. Pas ouvrir la putain de porte. C'est bloqué. Ça sert à rien, là, je vois rien, mes putains de yeux. Il fait chaud, j'ai envie de pisser, j'ai envie de me prendre mes dogs. Première astuce. À peu près toutes les vidéos des youtubeurs qu'on peut voir sur internet aujourd'hui sont infestées de zoom et de dézoom pour dynamiser la vidéo. Et vous vous doutez bien qu'il faut les créer ces zooms. C'est qui va faire ça? C'est Bibi, c'est nous, c'est les monteurs. Et si vous n'utilisez pas la méthode que je vais vous montrer maintenant, ça peut prendre des heures. Faut que je varie de pause, je suis toujours comme ça là. Alors laissez-moi vous montrer comment passer d'une méthode où il faut refaire les animations de zoom sur chaque petit bout de vidéo à une méthode qui permet de glisser déposer des animations de zoom et de dézoom déjà configurées. Et d'abord, pour ça on a besoin de créer un zoom tout simple. J'ai 3 bouts de vidéo qui vont nous servir d'exemple, je vous les montre tout de suite. Et voilà, vous avez déjà un premier résultat. Maintenant, si on veut customiser davantage le cercle, on va rajouter des effets pour l'habiller. Putain, c'est beau ce que tu dis. Et on va créer tout de suite un premier zoom. Pour créer un zoom, vous cliquez sur la vidéo, vous allez dans trajectoire. Ici, vous avez échelle et en fait, on va faire ce qu'on appelle une animation d'échelle. On se rend sur la toute première frame de la vidéo, donc je tire mon curseur jusqu'au début de ma timeline. Je vais cliquer sur la vidéo, je clique sur le petit bouton pour créer une keyframe. J'ai une keyframe qui a été créée ici, vous pouvez la voir, elle est là. Pour me rendre à la fin de mon bout de vidéo, je peux faire CTRL avec flèche du bas et ensuite je redécale d'une flèche sur la gauche pour retourner sur mon rush précédent. Et sur cette dernière frame, je vais créer une deuxième keyframe en changeant la valeur de mon échelle. Je vais monter à 110 et vous avez une animation de zoom. Maintenant, imaginez que je dois refaire cette animation à chaque fois. Ça va me prendre des heures, c'est pas possible. Du coup, je vais vous expliquer une astuce. Rendez-vous sur trajectoire et sur trajectoire, on va faire un clic droit et on va faire enregistrer pré-configuration. Deux choses importantes tout de suite à noter. Le nom de la pré-configuration. Et pour que ce soit plus facile, je vous conseille de nommer le fichier au nom de l'animation que vous avez faite. Donc si vous avez fait une animation comme je viens de faire d'échelle de 100 jusqu'à 110, et ben on va la nommer de 100 à 110. Et on pense bien à laisser échelle de cocher parce que on veut qu'à chaque fois notre animation soit proportionnelle à la longueur de la vidéo sur laquelle on l'applique. Vous allez comprendre tout de suite. Parfait, on a créé notre préconfiguration et on va pouvoir la réutiliser et la réappliquer partout où on veut. Il va falloir se rendre dans la fenêtre effet et dans preset, vous allez la retrouver, elle est juste ici. Et désormais, il me reste plus qu'à la glisser là où je veux pour obtenir le même résultat. Donc comme je vous l'ai dit, regardez sur ce bout de vidéo, c'est pas la même longueur que la première vidéo sur laquelle on a créé notre animation de zoom. Et pourtant, ici, on retrouve bien notre point d'entrée à la première frame de notre bout de vidéo et on retrouve bien le zoom de sortie à la dernière frame de notre bout de vidéo. C'est pas la même longueur, mais ça s'est ajusté proportionnellement, c'est magique. Donc vous avez compris la chanson, on peut aller très vite. Si vous sélectionnez plusieurs vidéos en même temps, vous pouvez appliquer à plusieurs vidéos en même temps. Et vous avez pu le voir dans ce dossier preset que j'ai déjà des zooms et des dézooms enregistrés que j'ai configurés moi-même. Voilà, c'est important d'utiliser des zooms et des dézooms différents pour apporter de la variation dans... Putain. Allô? C'est l'heure de l'astuce numéro 2 là. Ah merde déjà? Bah ouais, mais tu perds du watch time. Ok. Tu perds du watch time, il est complètement con celui-là. Astuce numéro 2. Sur Photoshop, il y a une option ultra pratique pour pouvoir incruster des motifs dans des textes. Et si l'option existe bel et bien sur Premiere, elle est beaucoup moins intuitive. Là où il n'a fallu qu'un simple clic sur Photoshop, il va falloir aller chercher un effet sur Premiere. Et cet effet, c'est l'effet incrustation cache de piste. Sur Premiere, je vais venir écrire un texte, on le redimensionne, on lui donne une police sympa, tac, tac, et je vais rajouter sur la deuxième ligne de ma timeline le motif dans lequel j'ai envie d'incruster mon texte. Donc je le déplace comme j'ai envie par-dessus mon texte, je l'ajuste, voilà, je vais juste faire ça, c'est histoire de vous montrer. Et là on va pouvoir importer l'effet, je tape incrustation cache de piste, il est juste ici, et je le glisse sur la première ligne, sur la ligne texte. L'effet est là, on se rend dans cache, on va aller dans vidéo 2, et on va se rendre dans cache par luminance. Et ici, on a bien un motif incrusté sur notre texte. Mais attendez. J'ai une question, est-ce que vous avez déjà utilisé ces touches-là, là? Tout ça, là? Non, moi non plus. Et bah venez alors, on passe de ça
à ça. Comme ça on gagne de la place, moi je dis. Et pour changer ça, on va se rendre dans raccourci clavier encore et toujours. Et j'ai un scoop pour vous, si vous pensiez que depuis le début ce que vous activiez c'était le plein écran, eh bien pas du tout, ce que vous activiez c'était l'agrandissement du moniteur. Beaucoup de monteurs aujourd'hui ont donc la touche petit 2 pour agrandir le moniteur. Moi je vous propose d'utiliser la touche petit 2 pour mettre le plein écran. On va simplement taper plein écran, activer, désactiver le plein écran. Par défaut sur Premiere Pro il est sur CTRL plus U avec un accent. Et bien moi je vais le mettre sur le petit 2. Le seul désavantage au plein écran c'est que vous n'allez pas pouvoir travailler de masque dans cette fenêtre là. Donc ce que je vous conseille c'est de bind une petite touche sur votre clavier pour l'agrandissement du moniteur sur lequel vous pouvez bel et bien effectuer des modifications de masque. Moi j'ai mis le plein écran sur le petit 2 parce que c'est vraiment une touche que j'utilise tout le temps. Et comme je fais pas beaucoup de masques, j'ai mis la vue agrandie du moniteur sur le bouton Y. Ok les gars, arrêtez tout parce que là on va rentrer dans un truc de niche pour cette nouvelle astuce. Vous le savez comme moi, être un bon monteur ne se résume pas simplement à nos connaissances sur les logiciels de montage, à nos capacités de communication avec nos équipes de travail, à nos addictions à la Monster et à notre douche annuelle. Non, je plaide coupable. Il faut savoir s'organiser. Et pour s'organiser, il faut qu'on parle de Windows. Bah oui, tout le monde parle de Premiere, mais personne ne parle de Windows. Et pourtant, Dieu sait que les monteurs passent tellement de temps sur leur système d'exploitation. La vérité, c'est que le système de stockage Windows me donne envie de me tirer un carreau d'arbalète dans la joue. Il y a une grosse différence entre faire un travail visuel, donc le montage, et chercher le nom d'un fichier dans un dossier qui demande quelque chose d'autre dans le cerveau. Je sais pas c'est quoi, mais moi ça me demande vraiment une concentration supplémentaire que je suis incapable de fournir après des heures de montage. C'est pour ça qu'on va résoudre ce problème, du moins en partie, en essayant de rendre le plus visuel possible notre navigation sur Windows. Je vous propose deux astuces. La première tout simplement, c'est de définir les grandes icônes comme affichage par défaut de tous nos dossiers. Je suis dans n'importe quel dossier sur mon ordinateur, je vais aller dans le petit volet affichage juste en haut, je me rends dans grandes icônes, je vais jusqu'à option là-bas, affichage, appliquer au dossier, oui. Ok, oui, je le veux. Et voilà. Donc maintenant, peu importe où vous cliquez partout sur votre ordinateur, c'est la même. Vous allez pouvoir avoir un indice visuel sur ce qu'il y a à l'intérieur de votre dossier. Maintenant, si on veut aller plus loin et qu'on a un peu plus de temps, on va pouvoir changer l'icône des dossiers pour afficher ce qu'on veut. Pour faire ça, on fait clic droit sur n'importe quel dossier, on va dans Propriétés, Personnaliser, on va dans les options d'icônes et on va changer d'icône. Ici, Windows nous propose un panel d'icônes absolument ignobles qu'on ne va pas utiliser. Nous, ce qu'on va faire plutôt, c'est utiliser une image de notre propre choix. Pour afficher mon dossier de rush, j'ai choisi d'utiliser une icône de caméra. Et pour pouvoir utiliser n'importe quelle image comme icône de dossier, il faut la convertir en .ico. Donc on peut pas utiliser directement un fichier JPEG ou PNG. Donc moi je me rends sur le premier site qui fait ça s'appelle Convertio. Vous allez pouvoir choisir votre fichier et indiquer en quoi vous voulez le convertir. Donc moi ce sera en .ico, juste ici. Et il me reste plus qu'à la télécharger. Une fois que je l'ai, il me reste plus qu'à la sélectionner donc dans Parcourir, juste ici. Et sur mon bureau, elle est là, je la sélectionne. Ok. Appliquer. Ok. Et voilà, vous avez un dossier avec l'icône que vous avez choisi. Alors ici, je suis en Windows en thème sombre, donc c'est pas très malin parce que l'icône est noire, donc on voit pas forcément. Mais vos esprits créatifs ont déjà imaginé ce que vous pouviez faire avec. Notez simplement que vous pouvez pas utiliser d'image en 16/9, en 9/16, etc. C'est que des images carrées. Sinon, quand la conversion va se faire en .ico, l'image va se compresser, va se forcer à se mettre en format carré. Et enfin... la pire idée de transition que j'ai jamais eue, d'accord? Et enfin, pour terminer cette vidéo, une astuce très rapide. Cette astuce, c'est comment créer des transitions entre des sous-titres. La mise à jour de Premiere Pro, les nouveaux sous-titres automatiques, blablabla, ce qui fait que maintenant, les sous-titres, ce sont plus des calques qui sont dans notre timeline, ce sont des calques que Premiere Pro considère comme différents. Ce qui fait qu'on ne peut pas leur appliquer d'effets, qu'on ne peut pas mettre de calques par-dessus, en dessous, ils sont vraiment dans une timeline à part. Et pour les faire revenir dans le commun des mortels, tout simplement tous les sélectionner. On va aller dans, je sais plus, graphique et titre. Mettre à niveau la légende vers le graphique, c'est ça, c'est bon, je m'en souviens. Incroyable, j'ai écrit le script il y a 2 jours, je m'en souviens déjà même plus. Putain, j'ai plus de batterie. Bon, comme vous pouvez le voir, les sous-titres sont descendus dans la timeline et on peut leur mettre des effets. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'ai essayé de dynamiser le montage et de l'épaissir. Et je vous dis à la prochaine.